بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وخاتم الأنبياء والمرسلين السيد الوالي الوفد المرافق له السادة مدراء مؤسسات التعليم العالي لولاية سطيف إخواني وأخواتي الأساتذة أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أو درسنا الأول اليوم للسنة الجامعية 2021-2022 تحت عنوان التحول الرقمي في التعليم العالي. La transformation numérique dans l'enseignement supérieur. Le Covid-19 a brutalement impacté notre vie, favorisant l'utilisation des nouvelles technologies et du numérique. Plusieurs indicateurs en Algérie prouvent que la majorité des citoyens utilisent le numérique. Par exemple, nous avons plus de 46 millions d'abonnés à la technologie mobile. Ça veut dire qu'ils utilisent la 3G et la 4G. Plus de 103% de la population. Nous avons aussi 64% des citoyens qui ont l'accès à l'Internet de toutes catégories, 3G, 4G ou bien ADSL. Nous avons aussi que dans 70% sont de l'âge de 40 ans. Aussi, nous avons plus de 25 millions de comptes sur les réseaux sociaux de toutes catégories, Facebook, Twitter, ResearchGate, LinkedIn, etc. Dont 40% sont des féminins. Aussi, nous avons plus de 13 millions d'élèves et d'étudiants scolarisés dans des écoles et plus de 110 établissements d'enseignement supérieur entre universités, centres universitaires et écoles. En ajoutant les deux dernières écoles, celles de l'intelligence artificielle et des mathématiques. Aussi, nous avons plus de 4 millions de cadres dans le domaine IT. Tout cela favorise la transformation numérique en Algérie. Avant tout, la transformation numérique est basée sur numérique. Ou bien, c'est un processus d'intégration de la technologie numérique dans tous les aspects de l'institution ou bien de l'entreprise, nécessitant des changements fondamentaux en termes de technologie, de culture, d'opération et de création de valeur. Mais concernant la transformation numérique pour l'institution ou bien pour l'économie, nous devrons utiliser le processus suivant. En premier lieu, vous devrez déterminer votre point de départ dans le domaine, dans le point de transformation numérique. Après, vous définir vos priorités. Après ça, une bonne feuille de route. Et à la fin, la chose la plus importante, c'est de préparer et mobiliser les compétences nécessaires. Ça veut dire l'équipe de numérisation, c'est la chose la plus importante dans le domaine de la transformation numérique. C'est sûr, la numérisation maintenant, dans nos jours, c'est dans tous les secteurs de l'État. Nous pouvons citer juste quelques exemples. Par exemple, le e-governance dans le domaine des collectivités locales. Nous avons dans le domaine des banques le e-payment, le e-banking. Aussi dans le domaine du business et du commerce. La santé aussi, à la fin, le e-learning, c'est le point que nous développons maintenant et le point le plus important dans notre secteur, c'est l'enseignement supérieur. Le e-learning est développé ou bien proposé une première fois dans une conférence en 1999. C'est un nouveau paradigme d'enseignement qui utilise des nouvelles technologies. Il a plusieurs avantages. Parmi l'avantage de e-learning, il a le gain en temps et de l'argent. Le gain en temps, ici,
l'enseignant ou bien l'étudiant, il choisit son emploi des temps. Ça veut dire qu'il peut donner son cours à n'importe quel moment, et à n'importe quel endroit, et même l'étudiant, il peut recevoir son cours avec de côté gain d'argent aussi. Lorsque l'enseignant ne déplace pas à l'université, il a le gain de transport, il a le gain de nourriture, la même chose pour l'étudiant. Une meilleure rétention en utilisant les nouvelles technologies. Vous pouvez voir votre cours une fois, deux fois, trois fois, mais avec l'enseignant en présentiel, le cours, vous pouvez le voir juste une seule fois. Aussi, vous avez les forums. Si vous avez des questions, vous pouvez poser votre question sur ce forum. À la fin, vous avez la réponse de votre enseignant. Vous avez la réponse aussi de vos collègues ou bien de camarades de classe. La même chose, c'est une rentabilité économique. Lorsque vous avez 3000 étudiants, automatiquement, vous aurez besoin de à peu près 50, 60, 70 enseignants pour encerner ces étudiants. Mais avec l'enseignement à distance, vous pouvez diminuer le nombre d'enseignants. Le côté écologique, automatiquement, si vous avez les étudiants hors du campus, automatiquement, vous avez moins de pollution, vous avez moins de papier et vous aurez besoin de moins de maintenance. Concernant les outils du e-learning, au début, le e-learning propose des systèmes de gestion d'enseignement. En anglais, c'est Learning Management System. C'est des systèmes de gestion d'enseignement. Ici, où tout le monde parle de la plateforme Moodle. Pourquoi en Algérie? Parce que Moodle, c'est une plateforme free ou bien open source, c'est une plateforme gratuite, mais ça existe d'autres types de plateformes d'enseignement, c'est Canva, Blackboard, etc. Le système de gestion de contenu d'enseignement, Learning Content Management System, ça c'est le plus important dans le e-learning. Parce qu'en utilisant des systèmes de gestion d'enseignement, l'enseignant, il peut juste uploader juste un PDF. Mais ce n'est pas un cours interactif. Mais en utilisant les LCMS, vous pouvez développer des cours interactifs. Nous trouvons ici, par exemple, les outils les plus puissants au monde, Adobe Captivate et Articulate Storyline. La même chose maintenant, c'est la mode des cours en ligne ouverts à tous, comme en anglais, c'est appelé MOOC. Vous pouvez trouver plusieurs cours, ou bien vous pouvez prendre plusieurs cours de spécialité en utilisant les plateformes Coursera et EDX et avoir à la fin un certificat, ou bien un certificat de ce cours-là. À la fin, la visioconférence est le truc le plus important dans la pandémie Covid, où la majorité des entreprises et des institutions ont utilisé la visioconférence pour les meetings ou bien pour l'enseignement. Nous pouvons citer Webex, Zoom et Google Meet, mais sachant que ces outils-là sont des outils payants. Pourquoi? Parce que ces outils vous permettent gratuitement de connecter juste pour un nombre d'utilisateurs restreint entre 30 et 50 utilisateurs. Les limites du e-learning, c'est l'insuffisance dans l'interaction sociale. Parfois, l'étudiant est derrière son ordinateur durant tout le semestre. Il n'a aucun contact avec ses camarades de classe ou bien avec ses enseignants. Inaccessible aux autres, parfois dans les régions de l'ombre, lorsque les étudiants partent chez lui, il n'a pas d'Internet ou bien il n'a pas d'équipement informatique pour utiliser ce type d'enseignement. La tricherie est inévitable. Lorsque vous donnez un devoir sur une plateforme e-learning, automatiquement, vous aurez à la fin un partage de solutions ou bien de réponses entre les étudiants. C'est pour cela, investir généralement dans des classes connectées sur Internet pour les examens. Se concentre davantage sur la théorie. Généralement, pour nous, les informaticiens, un TP, vous pouvez le faire à distance. Mais généralement, pour les médecins, les biologistes, les chimistes, automatiquement, impossible de faire des ETP ou bien des TP électroniques. Avant le Covid-19, c'est sûr, en Algérie, les premières plateformes, ça date en 2006, avec une convention entre le ministère de l'Enseignement supérieur en collaboration avec Thomson et Microsoft, en fournissant 4000 cours, mais généralement ces cours sont juste pour les filières techniques comme l'informatique, l'électronique, etc. Mais avec le développement de e-learning en Algérie, nous avons une cellule à l'université, une cellule de téléenseignement. Cette cellule-là,
est utilisé pour former les étudiants, les enseignants, plus les formateurs. Mais avec le progrès du e-learning, nous avons atteint 38% d'enseignants ont eu recours au cours en ligne avant la crise. C'est juste un taux un peu minime par rapport. Mais avec l'arrivée du Covid-19, nous avons 93% à peu près d'enseignants ont utilisé des cours en ligne durant la crise du Covid-19 en utilisant toute technologie possible. Nous avons 40% ont utilisé des plateformes d'établissement, nous avons 20% qui ont utilisé des plateformes internationales, nous avons 15% qui ont utilisé les réseaux sociaux ou bien des documents uploadés sur cloud et 5% qui ont uploadé des vidéos sur YouTube. Ces statistiques sont fournies par la DPP, la Direction des perspectives et de la planification de l'enseignement supérieur, et le Centre de recherche en économie appliquée et de développement. Parmi les problèmes rencontrés par le e-learning durant la pandémie, c'est que 67% des enseignants ont soulevé des problèmes d'absence d'interactivité avec les étudiants. Parce que la majorité des enseignants qui ont fait des cours de e-learning, ils ont juste uploadé des fichiers PDF ou bien des présentations ou bien des fichiers de type Word, mais pas un vrai enseignement en ligne ou bien un vrai e-learning interactif. 65% d'enseignants ont eu des problèmes de connexion parce que durant la pandémie Covid-19, tout le monde a eu des problèmes de connexion parce que nous avons eu un problème de surcharge dans le réseau Internet. À la fin, 11% des enseignants ont un problème de maîtrise de technologie. Ça, nous pouvons remédier à ce problème. Il suffit juste de former ces enseignants. Concernant, nous avons 19% des étudiants ont suivi le cours régulièrement. Ça, c'est le même problème parce que l'étudiant a le même PDF. À la fin, il suffit juste d'imprimer le cours de PDF. Pourquoi assister à chaque fois à tous les cours? Ça, il faut favoriser l'enseignement e-learning interactif. 26% d'étudiants ont eu des problèmes d'assimilation, de connexion ou d'absence de matériel. Côté risque et vulnérabilité. Les cyberattaques, lorsque vous mettez ou bien lorsque vous déployez un système informatique, la première des choses, c'est les cyberattaques. Il y a plusieurs personnes qui veulent pirater ce système ou bien arrêter ce système-là. La première des choses, il faut travailler la cybersécurité ou bien il faut travailler avec des cellules de cybersécurité. La fraude numérique et les vols de données. Automatiquement, en utilisant des systèmes informatiques, il y a des bases de données contenant plus de 40 000 étudiants et 3 000 enseignants. Lorsque votre base de données sera dérobée, automatiquement, les données des étudiants et des enseignants seront entre la main d'un pirate plus tard qui peut utiliser ces données-là pour créer des avatars ou bien créer des profils virtuels. L'usurpation dans l'enseignement numérique ou bien dans le e-learning, c'est la chose la plus importante. C'est pour cette raison qu'il y a des plateformes qui utilisent la reconnaissance faciale pour reconnaître est-ce que l'étudiant est celui qui est présent et celui qui passe l'examen, mais ce n'est pas un autre étudiant. Ça, concernant les risques et les vulnérabilités concernant le e-learning. À la fin, les perspectives concernant le e-learning, c'est d'investir dans les infrastructures, avec des serveurs très puissants et augmenter la bande passante. Une bonne gouvernance de l'enseignement en ligne, ça veut dire de former les formateurs et former les enseignants pour avoir une bonne maîtrise de cette technologie. L'adaptation des offres de formation. Dans les offres de formation, les offres de formation possibles maintenant sont basées sur le présentiel. Pourquoi pas ne pas adapter les offres de formation pour créer 20% en présentiel et 80% permettre à l'étudiant de travailler chez lui à la maison avec le e-learning. Et à la fin, c'est l'acquisition d'outils professionnels de visioconférence et de LMS comme le WebEx et Zoom et Adobe Captivate pour permettre aux enseignants de travailler des cours
professionnelle. À la fin, quelques recommandations pour le numérique et justement pour nos étudiants. Dans le numérique, automatiquement, vous avez une identité numérique. L'identité numérique, ce n'est pas votre nom et votre prénom. C'est une chose cachée dans votre ordinateur. Pour cela, lorsque vous publiez une chose sur Internet, vous avez une identité numérique. Malgré que vous changez votre nom et votre prénom, nous pouvons détecter que vous êtes qui a publié sur le net. Toutes vos activités numériques sur le net sont enregistrées et sont traçables. Ça veut dire impossible de supprimer une empreinte sur l'Internet. Ça veut dire si vous publiez une chose aujourd'hui, après 10 ans, nous pouvons remonter et nous pouvons détecter vos traces. Et à la fin, attention de ce que vous publiez sur Internet. Nous arrivons à la fin de notre premier cours. Merci pour votre attention.